Bonjour à tous. Ah, ça marche pas. Tu peux lui dire, s'il te plaît. Un, deux. Bonjour à tous. Merci d'être présents aujourd'hui dans l'auditorium de la Cité du Vin. Et merci aussi pour tout le public qui nous suit donc en ligne via Zoom. Donc vous êtes assez nombreux également. Donc pour information, la conférence sera retransmise en direct, mais elle est aussi enregistrée. Elle sera disponible sur la médiathèque de la Cité du Vin, donc sur le site internet de la Cité du Vin, d'ici quelques jours. Voilà, donc merci d'être ici aujourd'hui pour une conférence dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. Donc nous sommes très heureux aujourd'hui d'accueillir Michel Prats et Jean-Luc Barbier, qui sont deux spécialistes qu'on est très heureux d'accueillir aujourd'hui avec nous pour présenter le paysage culturel de la Champagne, qui est donc classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2015. Donc Jean-Luc Barbier est l'ancien président du conseil scientifique de la maison Coteaux, Maison et Cave de Champagne, mais aussi l'auteur de nombreux articles et d'ouvrages sur les vins de Champagne, et consultant également et chargé d'enseignement à la faculté de droit et de sciences politiques à Reims. Michel Prats est vice-président de ce même conseil, donc mission Coteaux et Maison et Cave de Champagne, mais aussi inspectrice générale honoraire de l'équipement, experte auprès d'ICOMOS France, membre de comité des biens français du patrimoine mondial, représentante de la France au comité scientifique international du tourisme culturel d'ICOMOS. Donc pour information, la conférence durera 1 heure et puis à la suite, on vous laissera un temps de questions donc de 15 à 30 minutes. Également en ligne aussi, vous avez sur l'interface Zoom une barre en bas où vous avez une partie Q&R, donc questions-réponses. N'hésitez pas à poser vos questions à cet endroit-là et nous, on s'occupera donc de les poser aux intervenants. Voilà, donc je vais laisser la parole à Jean-Luc Barbier et puis on va diffuser une vidéo pour vous présenter le paysage de la Champagne. Merci. Merci. Alors c'est avec beaucoup de plaisir que nous saluons chacune et chacun d'entre vous. Merci de venir dans cet après-midi un peu pluvieuse, dans cette belle cité du vin, de venir à la découverte des coteaux, maisons et caves de Champagne. Nous allons essayer de tout vous dire, ou presque. Et pour vous mettre dans le bain, nous vous proposons de visionner un petit film. Nous sommes heureux, nous sommes fiers, nous sommes aujourd'hui reconnus et c'est une chance. On a le sentiment réellement de vivre un moment d'histoire de notre région. C'est le moment de rendre hommage à toutes les générations qui nous ont précédés et qui ont créé ce patrimoine extraordinaire. C'est une reconnaissance totale et on va dire mondiale. C'est un aboutissement et puis le début d'un avenir prometteur. Une grande fierté parce que ça vient après 10 ans d'efforts, de construction de cette candidature. Je crois qu'il y avait une puissance d'évidence qui fait qu'il ne faisait absolument aucun doute que la Champagne devait être inscrite. On a une responsabilité supplémentaire d'enrichir, d'entretenir ce patrimoine et de le léguer encore plus beau et d'être un relais, un témoin pour les générations futures. Adopt it.
grand jour pour la France ce soir. Je voudrais à nouveau remercier les experts du COMOS, le Centre du patrimoine mondial, tous les États membres du comité qui ont soutenu cette belle candidature de Champagne, ainsi que, et vous l'aurez remarqué, toute l'équipe qui est derrière moi, qui a travaillé depuis 10 ans pour porter ce dossier et cette candidature jusqu'ici à Bonn devant vous. Jusqu'à présent, le monde entier, je crois, connaissait le champagne. Et je crois qu'à partir d'aujourd'hui, grâce à vous, le monde entier connaîtra la Champagne. Madame la Présidente, la décision d'inscrire sur la liste du patrimoine mondial les coteaux, maisons et caves de Champagne va droit au cœur des femmes et des hommes de Champagne qui sont fiers, en ce moment, après tant d'années de travail et d'espérance partagées par tous les acteurs du territoire, de voir la valeur universelle exceptionnelle de leur patrimoine commun reconnue au même titre que les sites les plus prestigieux de la planète. Ils vous en expriment leur gratitude et vous apportent leur engagement total à contribuer en retour au succès de l'UNESCO pour faire grandir l'humanité. C'est un moment historique pour la Champagne qui s'inscrit dans la longue histoire des Champenois, soucieux de préserver et de poursuivre leur marche collective, notamment par leur obstination à surmonter les obstacles nés des éléments naturels hostiles ou de la folie destructrice des hommes. L'image symbolique du champagne vint de la célébration, de la réconciliation, du bonheur et de la paix, confère à cette décision d'inscription une dimension toute particulière qui dépasse la simple ambition de préservation d'un bien, fût-il exceptionnel. L'actualité, nous l'avons vu, nous confirme malheureusement que même notre patrimoine le plus emblématique n'est pas à l'abri des pires destructions. Tel a été, jusqu'à un passé récent, le destin de la Champagne, où périodiquement toutes les armées du monde sont venues régler leurs comptes. Elle s'en est toujours relevée. C'est aussi cette dimension de la renaissance et de la fraternité entre les peuples que l'UNESCO a voulu distinguer dans un formidable message d'espoir. Oui, à l'image du champagne qui célèbre la fraternité, l'harmonie des peuples est pour l'humanité une valeur universelle fondamentale. Oui, être inscrit au patrimoine mondial est une grande chance pour la Champagne de participer au rapprochement des peuples par la culture. Oui, tout simplement. Être heureux et le célébrer est légitime dans notre monde d'aujourd'hui. Voilà, Madame la Présidente, le message précieux pour les hommes de ce siècle que délivre l'inscription aujourd'hui des coteaux, maisons et caves de Champagne au patrimoine mondial. Alors oui, j'ose le dire, osons le dire tous ensemble, bonheur et champagne pour tout le monde. Merci. 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 Alors avec ce film, peut-être que vous avez déjà tout appris, que nous n'avons plus rien à vous dire. Merci d'être venu. Bonne fin d'après-midi. Alors, d'abord, peut-être rapidement, en introduction, répondre à une question que vous vous posez sûrement. Pourquoi diable les Champenois se sont-ils embarqués dans cette galère, parce que c'est une vraie galère, d'une candidature à l'inscription sur la liste du patrimoine mondial? Eh bien, d'abord, les Champenois n'étaient pas candidats. Ils n'y pensaient même pas. C'est en fait
une jeune étudiante de l'école de commerce de Reims qui est venue un jour me voir au CIVC, au comité interprofessionnel du vin de Champagne, j'étais à l'époque le directeur, pour dire mais pourquoi diable les Champenois ne sont pas sur la liste du patrimoine mondial. Bon, elle est revenue à la charge un an après. À l'époque, elle faisait un stage auprès de l'UNESCO et elle est venue présenter qu'est-ce que c'est qu'une candidature avec ce représentant de l'UNESCO à quelques représentants du monde du champagne, des vignerons et des négociants. Et là, l'idée d'une candidature a pris germe. Au préalable, nous sommes allés à quelques-uns rencontrer les administrations françaises qui sont compétentes dans ce domaine pour demander des explications. En quoi ça consiste, qu'est-ce qu'il faut mettre dans ce dossier, quelles sont les conditions à remplir. Bon, nos interlocuteurs, il y avait 2 administrations, 2 personnes, ont tout dit pour nous décourager. Tout dit pour nous décourager. Que va faire la Champagne dans cette affaire? Vous n'en avez pas besoin. Ça coûte très cher, il y a beaucoup de candidatures, vous n'y arriverez jamais. En fait, leur découragement nous a bien au contraire incité à nous embarquer dans cette belle aventure. Les motivations de cette candidature champenoise sont certes similaires aux candidatures des autres biens qui sont inscrits. Il s'agit dans tous les cas de préserver et de valoriser. Mais pour la Champagne, la candidature répondait à des motivations beaucoup plus nombreuses et différentes. Des motivations qui sont toujours à la base de l'action et de l'activité qui est menée pour faire vivre cette inscription. Alors, ces motivations, rapidement, elles sont au nombre de 4, elles sont très importantes. Elles guident actuellement l'action qui est menée. Première motivation, c'est restaurer le lien entre le produit et son terroir. Restaurer le lien entre le champagne et la Champagne. Le champagne bénéficie d'une image extraordinaire, une image symbolique, mais qui est presque éthérée, qui est hors sol, qui est déconnectée de son support terrestre. Et l'objectif qui est assigné, c'est de restaurer ce lien. Il faut ne pas oublier que le champagne, c'est un vin, et c'est un vin qui provient d'un terroir précis. Alors, ce lien, le public l'a oublié d'autant plus facilement que le nom champagne, vous le savez, est malheureusement assez souvent utilisé de manière générique pour désigner d'autres vins mousseux. Je lisais un article la semaine dernière sur le champagne anglais. Ben non, ce n'est pas du champagne en Angleterre. Vous suivez peut-être l'actualité où on parle actuellement beaucoup de champagne en Russie. Et puis oublions la cigarette champagne, le parfum champagne, le bain moussant champagne. Donc il y a une généricité qui est contraire aux règles qui protègent l'appellation champagne, une généricité qui fait que le mot champagne est déconnecté de son origine. Donc restaurer ce lien entre le produit et son terroir. Deuxième motivation de la candidature et motivation de l'action d'aujourd'hui, c'est inciter les professionnels du champagne, les vignerons et les négociants à être exemplaires et vertueux, à rechercher toujours, dans tous les domaines, l'excellence. Le champagne doit sans cesse progresser afin de rester toujours la référence dans le monde de l'effervescence. Production mondiale de vin mousseux est de l'ordre de 3 milliards de bouteilles. Le champagne ne représente que 10% dans ce total. La compétition, bien sûr, est rude. Le champagne n'est pas inatteignable et il doit toujours mériter sa place de leader, de modèle et de référence. Troisième objectif, renforcer la notoriété internationale de l'appellation d'origine contrôlée Champagne. Cette appellation, elle constitue le patrimoine commun des vignerons et des négociants. Ils l'ont conçue ensemble, cette appellation Champagne, et ils la gèrent ensemble au sein d'une organisation interprofessionnelle qui est d'ailleurs assez originale et exemplaire. Cette notoriété de l'appellation Champagne, elle a été construite au fil des siècles, avec beaucoup d'efforts, par les champenois de manière individuelle, mais aussi de façon collective. Mais cette notoriété reste fragile et il faut sans cesse la fortifier. Et puis enfin, le dernier objectif
il s'agit de contribuer à un développement qualitatif et harmonieux du territoire champenois, et en particulier dans le domaine de l'œnotourisme. Donc, vous l'aurez compris, il ne s'agit pas de glaner une quelconque gloriole pour mieux se reposer sur les lauriers de Bacchus. C'est au contraire une ambition globale, une ambition forte, une ambition fédératrice qui est portée par l'ensemble des acteurs du territoire afin de faire toujours plus, afin de faire toujours mieux dans tous les domaines. Et puis quelques données chiffrées, avant de rentrer plus en détail. La Champagne et le Champagne, c'est 320 villes et villages répartis dans 5 départements, 3 régions, 350 000 habitants au total, un vignoble de 34 000 hectares avec 21 000 vignerons, 300 négociants, 300 maisons de champagne, 40 000 emplois directs et indirects, et aussi un seul vin, une seule appellation, le champagne. Alors, nous allons maintenant voir d'abord tout ce qui s'est passé en amont, la préparation de la candidature, l'inscription, et puis nous verrons ensuite qu'est-ce qui se passe après l'inscription. Michel, c'est à toi. Bonjour à tous, à toutes et à tous. Moi, je vais vous raconter l'histoire de l'amont, comme disait Jean-Luc Barbier, c'est-à-dire de la préparation du dossier. En fait, le dossier était déjà sur la liste indicative en 2002, Jean-Luc, mais c'était resté lettre morte. Bon, en fait, qu'est-ce que je suis venue, moi, faire dans cette galère ? En fait, j'ai une expérience personnelle du vin. Il s'est trouvé que j'ai été au directoire de quelques domaines pendant quelques années, bien que j'ai été fonctionnaire et que j'ai fait toute ma carrière dans la fonction publique. J'ai pris quelques années sabbatiques pour m'occuper de vignobles en Bordelais, et j'en ai profité pour faire l'Institut œnologique de Bordeaux. Donc, j'avais une petite expérience à la fois de la viticulture et en même temps du vin et des paysages viticoles. Et à ce titre-là, je me suis spécialisée au moment où j'ai pris ma retraite dans le patrimoine mondial. J'ai été vice-présidente d'ICOMOS France pendant 9 ans, pendant mon mandat, et depuis, je suis experte auprès d'ICOMOS International et auprès du comité français des biens français du patrimoine mondial sur le patrimoine mondial. C'est disons, mon violon d'Ingres. Alors, une candidature à l'UNESCO, c'est une affaire de longue haleine. Vous l'avez vu, en 2015, à Bonn, attendez, il faut que je vous mette que je mette en train la vidéo. En 2015, à Bonn, il y a eu l'inscription au patrimoine mondial. Ah, ça ne marche pas. Il y a on est toujours trahi par la technique dans ces histoires. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne veut pas avancer? Comment? Ah, d'accord. C'est ça, peut-être. Pas plus. Ah, peut-être. Voilà. Voilà. Donc, effectivement, c'est parce que j'étais mal orientée. Donc, je ne m'étendrai pas sur le comité comme on vient de vous le dire, c'était un projet de tout un territoire. Mais je ne m'étendrai pas sur la Convention du patrimoine mondial, parce que je pense que tout un chacun ici en a entendu parler, d'autant plus que Bordeaux et le port de la Ligne sont inscrits au patrimoine mondial. Mais la Convention du patrimoine mondial est la convention la plus connue des conventions de l'UNESCO. Alors, sous l'Antiquité, bien sûr, on avait imaginé les 7 merveilles du monde, dont il ne reste plus malheureusement que la pyramide de Khéops. Mais on a ensuite inventé, au XXe siècle, le patrimoine mondial, en se donnant pour objectif, je vous laisse lire les objectifs de la Convention, qui est de partager entre
les pays volontaires. C'est ça qui est important, c'est que ce sont les pays qui sont volontaires et ce n'est pas imposé. Donc la responsabilité de conserver, protéger, valoriser les sites naturels et culturels les plus éminents, considérés comme un patrimoine ayant un caractère universel exceptionnel. Et le deuxième point très important, c'est cette notion de caractère universel et exceptionnel. Alors, voici le sigle de l'UNESCO. C'est aussi un texte intéressant parce que c'est le seul texte, c'est le premier texte de l'UNESCO dans lequel on unit la nature et la culture. Et ce qui est, en passant, il a été porté par des Français. À l'époque, René Maheu était président, directeur général de l'UNESCO, du Comité du patrimoine mondial. Et c'était 2 Français, Serge Antoine pour l'UICN et Michel Parent pour ICOMOS, qui ont été vraiment les pères de cette convention. Et quant au logo, il est supposé réunir la culture et la nature. Alors, il faut savoir que le Comité du patrimoine mondial, c'est lui qui décide si un site mérite ou pas d'être inscrit au patrimoine mondial, est composé de 21 ambassadeurs qui représentent les États parties à la Convention. Il y a 171 États parties à la Convention et ils se représentent et ils sont représentés et renouvelés par tiers tous les 3 ans au sein du Comité du patrimoine mondial. Et ce comité, initialement, était assez laxiste et avait accepté un certain nombre de choses, mais aujourd'hui, il devient de plus en plus exigeant, et notamment vis-à-vis des pays européens qui considèrent comme s'étant, voici tous les pays inscrits au patrimoine mondial, mais sur vous voyez dans ce camembert la part de l'Europe par rapport aux autres pays. L'Europe est représentant aujourd'hui 47,23% des biens inscrits, ce qui s'explique du fait de l'histoire et de la Convention, mais on nous reproche au niveau du Comité du patrimoine mondial d'avoir beaucoup trop de sites inscrits au patrimoine mondial. Alors l'Asie commence à monter, c'est en train de changer, mais l'Asie ne représente pour l'instant que 24%. Et puis on nous reproche donc un certain ethnocentrisme et d'essayer de nous tailler la part du lion. Et c'est en train petit à petit de changer au sein du comité. C'est pourquoi c'est de plus en plus difficile pour un pays européen d'avoir un bien inscrit au patrimoine mondial. Alors l'Italie reste encore le pays qui domine la liste avec 58 biens inscrits, mais elle est déjà dominée, elle est déjà talonnée par la Chine qui a 56 biens inscrits, et puis suivie par l'Espagne et la France qui en ont 49, et l'Inde qui en a 40. Donc les choses vont évoluer et il est de plus en plus difficile d'obtenir en Europe et en France des biens inscrits au patrimoine mondial. Le dossier d'inscription doit d'abord faire l'objet, comme on vous l'a dit tout à l'heure, de tout un processus très long et très compliqué. La première chose, c'est d'être inscrit sur la liste indicative, qui est souvent d'ailleurs proposée par des collectivités territoriales ou par des groupements d'intérêts locaux, mais il est porté et présenté par l'État partie, qui doit être garant de l'intégrité de ce bien devant la communauté internationale. Et ça passe par un premier filtre en France. Tous les pays ne sont pas dotés d'un comité national, mais en France, le premier filtre, c'est le Comité national du patrimoine mondial, qui est présidé par les 2 ministres de la Culture et de l'Environnement, ou en présence du ministre des Affaires étrangères et de notre ambassadeur auprès de l'UNESCO. Et avec des membres de l'administration qui participent de ces différentes administrations et des experts à 50-50%. Et c'est à ce titre-là que, en tant que membre expert du comité, que j'ai été désignée pour assurer, d'une part, l'évaluation du dossier qui nous était présenté par le comité Champagne, et on m'a demandé d'en assurer à la fois d'en faire l'évaluation et d'en être le rapporteur.
La Champagne donc, travaillait, comme on vous l'avait dit, depuis de nombreuses années à la préparation d'un dossier d'inscription et qui portait sur la totalité, au départ, sur la totalité de l'AOC, c'est-à-dire environ 34 000 hectares et 319 communes. Mais le dossier était imparfait parce qu'il peinait à trouver une valeur universelle exceptionnelle, parce qu'il se fondait uniquement sur le grand paysage. Or, il y avait déjà de nombreux biens inscrits au patrimoine mondial au titre du paysage, et en particulier au titre des paysages culturels et des paysages viticoles. Donc les services de l'État et moi-même avons conseillé aux Champenois de resserrer leurs propos autour d'une valeur universelle exceptionnelle qu'il fallait définir. Et la valeur universelle exceptionnelle, en ce qui concerne le patrimoine mondial, s'appuie sur des critères que nous verrons tout à l'heure. Et c'est ce qui est constitutif du bien, c'est ce qui est unique, c'est ce qui a donc une valeur exceptionnelle, mais qui doit être aussi une valeur universelle, c'est-à-dire qu'elle doit être reconnue par tous les pays, par toutes les cultures au niveau mondial, comme étant spécifique et remarquable. Alors, en 2009, un nouveau dossier a été présenté qui portait sur 6 sites à l'époque, et un dossier, donc, un dossier a été, donc il portait sur 6 sites, il représentait environ 8000 hectares, et avec une zone tampon. La zone tampon, c'est ce qui est autour du bien, de 7200 hectares, et un fait nouveau qui était intéressant, qui ne s'était jamais vu jusqu'à présent, qui était une zone d'engagement qui englobait la totalité de l'appellation Champagne, c'est-à-dire les 34 000 hectares. Mais là encore, le fil directeur n'était pas évident, et surtout, la valeur universelle exceptionnelle n'était pas démontrée. Et par contre, ce qui était évident, c'est que le nouveau dossier avait été l'aboutissement d'un énorme travail de compilation, de travail sur le terrain, et présentait une masse de renseignements. Donc il y avait aussi une mobilisation de tous les acteurs, et c'est ça qui était intéressant, et c'est cette dynamique qu'il fallait préserver. Donc c'est ça la magie d'un bien, d'une candidature à l'UNESCO, c'est qu'il y a généralement une forte mobilisation de tous les habitants et de tous les porteurs de projets. Le maire de Château-Thierry me disait à cette occasion-là, parce qu'il sentait bien que vraisemblablement sa commune ne serait pas retenue puisqu'elle ne correspondait pas à beaucoup de critères, il me disait malgré tout que nous soyons retenus ou pas, tout ce travail et cet élan en valaient la peine et auront été très bénéfiques pour ma commune et notre lien social et culturel. Donc, pour ma part, je me suis posé un certain nombre de... Qu'est-ce qui se passe ? Voilà. Je me suis posé un certain nombre de questions parce que, à vrai dire, je ne connaissais pas du tout la Champagne. Donc, j'ai posé les questions de Candide, et c'est un peu ce qui nous a orientés ensuite pour les réponses à ces questions qui nous ont orientés pour définir une valeur universelle. Les questions que je me posais, c'était pourquoi et comment a-t-on abouti à un tel produit au long de l'histoire ? Quel impact le processus a-t-il sur l'organisation de l'espace, son fonctionnement, le paysage urbain et rural? Et il est vite apparu que l'élément majeur, le facteur déclenchant, était d'une mutation économique au début du 19e siècle, une mutation économique et spatiale, a été le passage d'un vin artisanal au début du 19e, un produit industriel de luxe. Et c'est ça qui était le facteur exceptionnel et différent de ce qui s'était passé ailleurs. Et alors, l'histoire, la question qui se posait, c'était quand, pourquoi, comment. Il y avait aussi d'autres questions, en particulier, quel était le rôle des femmes ? Parce que moi, ce qui m'avait frappé en tant que femme, c'était de voir qu'il y avait toutes ces femmes que l'on voyait émerger ici et là, et en particulier sur les étiquettes et dans l'histoire que l'on me racontait de ce terroir que je découvrais. Mais ces femmes qui avaient été de véritables chevaliers d'industrie, véritables capitaines d'industrie, des mécènes sociaux et artistiques,
Et comme Madame Ponsardin, qui est la veuve Clicquot, Madame Pommery, Madame Laurent Perrier, et j'en passe. Et puis il y avait aussi toutes les anonymes. Donc les anonymes que l'on retrouvait dans les salles de montage, elles sont en train de mettre des museliers sur les bouteilles. On les retrouve aussi, on les retrouvait partout. Et je me disais qu'elles avaient eu un rôle important à jouer, en particulier pendant les guerres, où malheureusement la gent masculine n'était pas là ou était décimée. Il y a aussi une autre question que je me suis posée, qui manifestement a un peu choqué au départ, c'était les Allemands. Pourquoi tous ces Allemands? Et on m'a longtemps dit d'ailleurs qu'ils étaient alsaciens. Et puis, ils étaient là, et ils le sont encore. Et je vous dirai plus tard un peu pourquoi. Alors, autant de questions dont les réponses ont permis de bâtir un dossier unique, spécifique, qui nous a valu les louanges du Comité du patrimoine mondial. Donc, j'ai plaidé devant le Comité du patrimoine mondial français, qui avait émis un avis défavorable à ce dossier, que toutes les pierres étaient là, qu'il suffisait de tout détruire et de tout recommencer, mais on avait toutes les briques pour faire quelque chose de remarquable. Finalement, ils ont accepté de tenter l'expérience. Et avec l'équipe champenoise, nous avons tout repris à partir d'un nouveau concept qui, je le savais, pouvait, parce que moi j'avais assisté à tous les comités du patrimoine mondial depuis très longtemps, correspondait à une approche novatrice, un chaînon manquant. Et c'est ce qui a permis de faire ce dossier et de définir une VUE, une valeur universelle exceptionnelle remarquable. Les autres dossiers du patrimoine mondial, eux, pour la plupart, ont été choisis en vertu de la beauté des paysages. Mais ce qui est spécifique au Champagne, c'est ce paysage agro-industriel qui est l'expression de l'homme et de la nature et qui permettra l'émergence d'un produit universel. Donc il a été résumé ainsi, vous pouvez lire, là, c'est la déclaration de valeur universelle des champagnes. Les champagnes, maisons de cave de champagne, sont les espaces de la naissance, de la production et de la diffusion commerciale mondiale d'un bien devenu le modèle des vins effervescents et une référence universelle de la célébration. Alors, le champagne, c'est également une intégration verticale. C'est-à-dire que le champagne repose sur... C'est un bien en série qui repose sur 3 éléments. Le substrat, les coteaux, qui est le substrat de craie sur lesquels, pour tout produit industriel, il faut un bassin d'approvisionnement. Donc vous avez le bassin d'approvisionnement, ce sont les coteaux. Et puis, il faut ensuite... une commercialisation de ce produit, c'est surtout un produit de masse, où ce sont les maisons de champagne, et enfin, un lieu d'élaboration, ce sont les caves. Donc vous avez une intégration à la fois verticale et fonctionnelle qui sont un élément remarquable de ce dossier. Donc, donc on me fait signe qu'il faut que j'aille plus rapidement, donc je vais passer sur un certain nombre d'éléments. Donc là, vous avez le passage à l'industrialisation qui repose sur, d'une part, les coteaux, avec une architecture remarquable, et les coteaux eux-mêmes. Et là, vous avez le signe de l'intégration verticale dont je vous parlais, parce que ce que vous voyez au milieu, ce sont les essors, c'est-à-dire les lieux la ventilation des caves qui se répartissent sous le vignoble. Et la Champagne a ceci d'extraordinaire que vous avez des centaines vous avez des kilomètres de caves qui se répartissent sous la totalité du vignoble, et en particulier sous les 2 grandes villes que sont Épernay et Reims.
alors, pour s'approvisionner en raisin et en bouteilles, et pour exporter à grande échelle, il faut utiliser les voies de communication, c'est-à-dire les canaux, les voies ferrées, les réseaux routiers. Et il a fallu concentrer les maisons de champagne à la sortie des villes, sans qu'elles soient trop éloignées des villes qui étaient le lieu de commercialisation, et tout en se rapprochant du vignoble. Et donc c'était en fait des installations en entrée de ville, mais contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, c'était un urbanisme industriel et c'était un urbanisme qui était soucieux de leur image. Et on y a construit des hôtels particuliers, des bâtiments d'exploitation et de commercialisation fonctionnels, mais avec une architecture qui rivalisait par leur originalité, l'innovation technique et artistique, avec les plus belles implantations ailleurs. Et donc voici, on voit très bien sur cette photo l'utilisation de la ville de Reims, à la sortie de la ville de Reims, où les maisons de champagne se sont retrouvées en utilisant des crayères qui se trouvaient à cet endroit-là. Le champagne est comme cela vous le savez peut-être, est un vin qui se fabrique en deux étapes et qui nécessite une seconde fermentation qui s'effectue dans la bouteille. Et pour cela, on a besoin d'énormément d'espace. Et pour faire ce qu'on appelle la méthode champenoise, on a besoin d'espace à la fois pour les foudres, mais également pour stocker le vin qui vieillit dans la bouteille. Donc on a besoin d'énormément d'espace. Et le substrat crayeux de la Champagne a été facile à creuser de tout temps, et il a été exploité et avec des caves qui préexistaient, qui étaient d'anciennes carrières romaines ou médiévales, qui ont été réutilisées à Reims, en creusant dans Épernay, par exemple, de nouvelles caves, des galeries, des caveaux, parfois sous plusieurs niveaux. Et cela s'est développé dans toute la Champagne. Et en particulier à Reims et à Épernay, on se retrouve avec deux villes qui se superposent, c'est-à-dire voilà des caveaux, et voilà si vous voulez, la structure souterraine de la ville d'Épernay, par exemple, dont le dossier a permis de faire l'inventaire, parce que jusqu'à présent, on n'avait pas l'inventaire exact de toutes les caves de Champagne. C'est un des éléments tout à fait exceptionnels de ce dossier. Et enfin, le vin, comme cela vous a été dit, est un produit unique, mais prestigieux, vendu dans le monde entier. Voici une représentation ancienne de l'intégration verticale dont je vous parlais. Et voici les représentations artistiques du symbole de la fête et de la célébration, de la réconciliation, et le témoignage d'un art de vivre qui s'est démocratisé depuis, mais qui fait l'objet de multiples représentations artistiques et littéraires. Alors, le patrimoine mondial, pour faire le patrimoine mondial, on a besoin d'un certain nombre de critères. On doit s'appuyer sur un certain nombre de critères. Et on s'est appuyé pour la Champagne sur 3 critères. Le premier, le critère 3, qui était comme étant le résultat de savoir-faire perfectionné au cours de générations, d'une organisation interprofessionnelle exemplaire et d'une protection de l'appellation, le développement de relations interculturelles et d'innovation sociale. Donc, ce que vous voyez là, c'est la cité-jardin du Chemin Vert. Les Champenois, et plutôt les Champenoises, parce que là, le Chemin Vert a été donné, c'est une cité-jardin qui s'est faite sur des terrains qui appartenaient à Madame Pommery, qui était membre du conseil d'administration d'une des premières sociétés d'HLM de France, qui s'appelait les Foyers Rémois.
Et donc, elle a fait don de ces terrains. Et elle avait déjà, aussi bien la veuve Clicquot que d'ailleurs Madame Pommery, avaient déjà développé des cités pour leurs ouvriers. Et là, elle avait fait don pour faire cette cité du chemin vert qu'on a inscrit dans le dossier. Et la cité a été... il y a une très très jolie église au sein de cette cité qui n'a malheureusement été construite